Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Vav, Hamoud Aleph. On va commencer par Tzadik He Hamoud Bet, les 12 dernières lignes de la page, à partir des mots Amar Rav Ashi. Amar Rav Ashi, qui havinan berav kahana, iba yalad. Les Rabbi Shimon, de Amar le Mechetza, les Shalish ul Ravia, hu de Shakil Gazlan, qui mesalkinan le, bedame mesalkinan le, odilma mi bisra shakul. C'est-à-dire, nous avions appris une mahloket entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos d'un voleur qui a volé une vache qui était enceinte et ensuite elle a mis bas chez lui. Ou s'il avait volé une brebis chargée de laine et il l'a tondue. Dans ces deux cas de figure, le voleur a amélioré l'objet volé. C'est-à-dire qu'il y a une transformation et amélioration. L'exemple que j'ai donné, la bête enceinte coûtait 12 000 shekels. Une bête qui n'est pas enceinte coûte 10 000 shekels. Mais une vache qui a mis bas, donc il y a une vache qui vaut 10 000 et un veau qui vaut 5 000, alors ça fait 15 000. Donc il y a ici une plus-value par rapport à l'objet, par rapport à la valeur de l'objet volé. Au début, il valait 12 000 shekels, maintenant il vaut 15 000. Qui est-ce qui va bénéficier de cette amélioration, de cette augmentation? Alors on a dit que c'est le voleur selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. Quand il y a transformation, Shinouï connaît. Selon Rabbi Meir, c'est vrai dans l'absolu, mais il fait un knas. C'est quoi un knas? Il a dit, monsieur le voleur, tu ne vas pas profiter de ton vol. Je ne te laisserai pas jouir de l'augmentation de valeur. Tu dois tout restituer. Les 15 000 shekels, tu les rends au propriétaire. C'est-à-dire, tu lui donnes la vache et le veau. Tu n'auras pas un centime. Tu ne vas rien gagner. Alors que selon la Torah, oui, il est gagnant. Pourquoi? Parce que selon la Torah, il doit rembourser juste les 12 000 shekels. La valeur de l'objet tel qu'il coûtait au moment du vol. Et c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que le shevach appartient au gazlan. Mais Rabbi Meir dit, ça c'est vrai mina Torah, mais miderabanan knas. Il rend tout au propriétaire. Tout. Rabbi Shimon a une chita intermédiaire. Lui, Rabbi Shimon, dit comme Rabbi Yehuda un petit peu, dans le sens où il dit on va donner quand même au voleur une partie de l'augmentation. C'est-à-dire qu'il doit rembourser les 12 000 shekels et il doit même rendre une partie de l'augmentation, mais il va se réserver une partie. Ça, c'est une takana de Hachamim, takana tashavim, pour pas que ce soit trop difficile pour lui de faire teshuva. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder quand même une partie du shevach, de l'augmentation. Combien? Ça dépend de la valeur de la gérance. Dans cette ville, combien ont payé les métayers? Un métayer, c'est quelqu'un qui touche un pourcentage de la gérance. Lorsqu'il a amélioré un champ, c'est-à-dire on a un propriétaire d'un champ et on a un agriculteur. L'agriculteur, il n'est pas payé en nature, il n'est pas payé en liquide, en cash, en espèces. On lui donne qu'un pourcentage de la récolte. Combien? Ça dépend
de la convention dans cette ville. Il y a des villes où on donne 50%, il y a des villes où on donne un tiers, 33%, il y a des villes où on donne 25%, un quart, les chalish, les mechitza, les chalish ou le ravia. Et en fonction de cela, on donnera au voleur, comme si lui avait travaillé pour le propriétaire, pour faire augmenter, pour améliorer la bête, comme si c'était lui qui s'était occupé que cette vache mette bas d'un veau, ou c'est lui qui a tondu la laine de la brebis, comme s'il avait travaillé pour le propriétaire. Eh bien maintenant, il va toucher un pourcentage de cette augmentation. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Amar Ravashi, Ravashi a dit, quand nous étions dans le Beth Hamidrash de Rav Kahana, dans la yeshiva de Rav Kahana, on s'est posé une question. D'après Rabbi Shimon qui a dit que le voleur touche un pourcentage de l'augmentation de l'objet volé, eh bien, qui mesalkinanle, bedame mesalkinanle, odilma bisra shakul. C'est-à-dire, lorsque le propriétaire a envie de garder la bête, le propriétaire dit, la vache a donné naissance à un veau, tu me rends tout et je te payerai un pourcentage de l'augmentation. Pour que ce soit plus illustratif, je reprends les barèmes que j'ai donnés. La vache, elle coûtait 12 000 lorsqu'elle était enceinte. Une fois qu'elle a mis bas, alors il y a une vache qui coûte 10 000, pas 12 000 parce qu'elle n'est plus enceinte, mais on a un veau qui coûte 5 000. La plus-value, elle est de 3 000 shekels. On est passé de 12 000 à 15 000. Lui, le ganav, le voleur, il va recevoir un pourcentage des 3 000 de la plus-value. Combien? Alors, ça dépend du minhag. Ça peut être 1500, ça peut être combien? Ça peut être 1000, ça peut être 750. Tout dépend de l'habitude de la ville. Combien on paye le haris, le métayer. Alors, maintenant, quel est le din si le propriétaire dit « Moi, je ne veux pas te donner une partie de la viande, du veau ». Parce que maintenant, c'est le veau qui a une plus-value. Parce qu'il y a la vache qui coûtait 12 000, maintenant elle coûte 10 000 parce qu'elle est vide. Mais il y a le veau qui coûte 5 000. Alors maintenant, dans le veau, il y a 2 000 et 3 000. La plus-value, c'est 3 000. Lui, maintenant, il dit j'ai un pourcentage dans ces 3 000. Par exemple, 1000 shekels, un tiers. 1000 shekels. Est-ce que le propriétaire est obligé de lui donner de la viande? C'est-à-dire qu'il dit, moi je veux faire un barbecue, je veux de ce veau. C'est mon droit comme un métayer. Ou bien le propriétaire il lui dit, non, je te donne de l'argent, je te donne 1000 shekels, je ne veux pas te donner un quartier de veau. Non, je veux tout garder pour moi, je te donne l'argent. Alors c'est ça le safek. Est-ce que le voleur est en droit de réclamer une partie de la viande, ou bien est-ce que le propriétaire peut garder tout le veau et s'acquitter juste en donnant de l'argent, 1000 shekels au voleur? Upashat nala meha. Quand on s'était posé la question dans le Beth Hamidrash de Rav Kahana, on a fini par déduire la réponse à notre question de l'enseignement suivant. Lequel? De Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, Shelosha shamin lahem ha-shevach uma'alim otam bedamim. Il y a 3 personnes à qui on doit du shevach. Le shevach, c'est la bonification, l'augmentation de valeur d'un objet qui a été amélioré. Donc l'amélioration, bonification de n'importe quel objet lui donne une plus-value. Alors cette plus-value s'appelle shevach. Alors maintenant, il y a 3 personnes
à qui on doit le shevach, mais en fait, on n'est pas obligé de leur donner cela en nature, on peut leur donner ça en argent. C'est qui ces trois? Eh bien, le premier c'est Bechor la Pashut, le second c'est Baal Hov la Lokeach, et le troisième c'est Baal Hov la Yetomim. C'est-à-dire, vous le savez, que dans l'héritage, le premier-né, l'aîné, a une double part. Imaginons qu'ils sont deux frères, un aîné et un cadet, Benjamin. Comment ils vont partager l'héritage? Divisé par 3, multiplié par 2. C'est-à-dire que 2 tiers iront à l'aîné, au Bechor, et 1 tiers au Pashut. Maintenant, quel est le din si jamais ils n'ont pas partagé l'héritage immédiatement après le décès de leur père? En attendant, il y a eu amélioration du bien. La bonification a procuré une plus-value. Est-ce que le Bechor va recevoir une double part au niveau de la plus-value? Bravo. Bravo. Il ne recevra pas une double part au niveau de la plus-value qui a eu lieu après la mort du père. Car il est écrit Bechol asher imatzelo. Pi shenaim bechol asher imatzelo. Il aura une double part dans tout ce qui se trouvait au moment du décès. Pas ce qui est venu après. Alors maintenant, imaginons si on a partagé l'héritage, il y avait un terrain. Ce terrain-là, ils l'ont partagé comment? Comme on a dit, la règle de 3. Divisé par 3, multiplié par 2 pour le Bechor, et 1 tiers pour le cadet. Pour le cadet. Alors maintenant, imaginons qu'il y a eu, par exemple, une augmentation. Donc il y a maintenant une plus-value après la mort du père. Cette plus-value, le Bechor n'en a pas droit à une double part. Il reste juste propriétaire, c'est-à-dire ils doivent se partager équitablement. Alors Rashi, comme toujours, pédagogue hors pair, Rashi Akadosh, donne un exemple. Il dit par exemple, on a 12, une plus-value de 12 zouzim, 12 shekels. Comment on fait si on devait partager selon la loi du Bechor? 12 divisé par 3 multiplié par 2. Donc on aurait donné 8 zouzim au Bechor et 4 zouz au cadet. Alors il dit maintenant, ce champ-là, qu'est-ce qu'on va faire? En réalité, c'est ce qu'on va faire. On va prendre le champ, on va le diviser en 3. 2 parts pour le Bechor, 1 part pour le cadet. Mais lorsqu'on analyse, on constate que finalement le Bechor, quand il a pris une double part, il a pris aussi une double part de la bonification, du Shevach, qui est venu après la mort du père. Ça, il n'a pas droit à une double part. Ça, il a une part égale. Il a droit à une part égale. Donc, c'est 6-6. Donc maintenant que, quand il a tout pris, il a pris le champ, mais une double part, 2 tiers du champ. Donc il y a forcément, sur les 12 shekels d'amélioration du champ, il a pris combien? Il a pris 8. 8 shekels. Et son frère, combien il a pris? 4 shekels. C'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il faut moitié-moitié au niveau du Shevach. Alors il lui doit 2 zouzim. Rachid dit, il lui donne 2 zouzim. Ce qui fera 6 et 6. Et non pas 8 et 4. Alors, Bechor la Pashut. Lorsque le Bechor doit donner au Pashut une partie de la plus-value, car il n'est pas en droit de prendre une double part
sur la plus-value après la mort du père, sur la bonification, sur l'amélioration du bien. Il n'est pas en droit de recevoir une double part. Alors si jamais ils ont partagé de cette manière que le Bechor a pris 2/3 du bien immobilier et l'autre a pris 1/3 du bien immobilier, le Bechor se doit de dédommager son jeune frère. Et il doit lui donner, comme on a dit, les 2 zouz, les 2 shekels qu'il a pris en plus. Dans l'exemple de Rashi, imaginons que la plus-value c'était 12 shekels. Lui maintenant il a pris 8 sur les 12, ce n'est pas juste, il faut 6 et 6. Eh bien il lui rend 2 pour que ce soit 6 et 6, à égalité. Alors maintenant, est-ce qu'il est obligé de lui donner un morceau de terrain qui correspond à 2 shekels, ou bien il peut lui dire, écoute, moi je garde le terrain, ma double part de terrain je garde, ce que je te dois c'est une valeur d'argent. Tiens, je te paye en argent liquide, cash, je te donne 2 shekels, c'est ce qui te revient de droit. Eh bien, il est écrit ici, au nom de Shmuel, que Bechor, la Pachout, le Bechor, il donne au Pachout, c'est quoi Pachout déjà? Un frère simple. Le cadet, le Benjamin, c'est Pachout. Il n'a pas une double part, il est Pachout. Alors le Bechor, il donne au Pachout ce qui lui revient, mais pas en nature, en terrain, mais en argent, mezouman. Ou Baal Hov la Lokeyah. Ou encore, Baal Hov la Lokeyah. Imaginons par exemple, là c'est un peu plus compliqué, mais vous connaissez la règle. Imaginez-vous, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon n'est plus solvable au moment du remboursement. Lorsque Réhouven dit à Shimon, t'as pas d'argent en espèces pour me rembourser, mais où est le terrain que tu avais au moment du prêt? Il lui dit, je l'ai vendu. Que fait Réhouven? Il va voir Lévi qui a acheté ce terrain de Shimon. Il lui dit, j'ai un droit de préemption. Moi, je lui ai prêté de l'argent. Ces biens immobiliers étaient assujettis au remboursement. Toi, tu as acheté un bien qui était déjà gagé. Tant pis pour toi. Tu n'as que tes larmes pour pleurer. Moi, je te saisis ce bien contre remboursement. L'autre lui dit, d'accord, mais tu sais, depuis le moment où j'ai acheté chez lui ce terrain, moi je l'ai cultivé, je l'ai amélioré, je l'ai bonifié. Il y a eu ici une plus-value. Ça, c'est déjà à moi. Alors l'autre lui dit, c'est vrai, mais ça, je te le donne en argent. Le terrain, je le garde, je le saisis entièrement. Le shevach qui te revient, tient en argent. L'argent liquide, en espèces. Je ne veux pas te le donner en terrain. Et même si l'autre dit, mais non, je veux une partie, une parcelle de terrain pour moi qui correspond à la valeur du shevach, l'autre n'est pas obligé d'accepter. Le Baal Hov, c'est-à-dire le créancier, M. Réhouven, qui a été voir Lévi, dit à Lévi, tu as acheté un terrain de Shimon, Shimon, je lui ai prêté de l'argent, c'est mon emprunteur, maintenant qu'il ne m'a pas remboursé, je te saisis le bien, et pour ce qui concerne ton shevach, ne t'inquiète pas, je te paye, mais en espèces, en argent, pas une parcelle du terrain. Tu n'as aucun droit dans le terrain lui-même. Ça s'appelle Baal Hov la Lokeach. Troisième cas de figure, Baal Hov la Yetomim. Baal Hov, créancier, Yetomim, orphelin. C'est exactement pareil comme dans le cas précédent, sauf qu'au lieu d'avoir affaire à un Lokeach, on a affaire à des Yetomim. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven est le créancier, il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon est décédé. Il n'a pas remboursé à Réhouven, mais il a laissé à Lévi, son fils orphelin, il lui a laissé un bien immobilier. Lorsque le créancier vient voir l'orphelin, il lui dit, ton père me devait.
Il ne m'a pas remboursé. Mais ce bien-là dont tu as hérité était présent au moment du prêt. Donc il est automatiquement assujetti au remboursement. Je te le saisis. Mais l'orphelin peut lui dire, mais moi je l'ai bonifié. Il n'y a pas de problème. Je te paye la plus-value en argent. Mais l'autre, il ne peut pas. L'autre, il ne peut pas lui dire, l'orphelin ne peut pas lui dire, mais non, laisse-moi un morceau de terrain. Le créancier peut prendre tout le terrain et il s'acquitte vis-à-vis de l'orphelin pour le shevach, il lui paye en liquide et pas en nature. Rabotaï, à quoi veut-on en venir? C'est pour déduire la réponse à la question. On s'était posé la question, lorsque le voleur a amélioré le bien, comme en l'occurrence, il y avait une vache enceinte, elle a mis bas chez le voleur, ou une brebis chargée de laine, le voleur l'a tondue. On a donc une plus-value, car une vache et un veau, ça coûte plus cher qu'une vache enceinte. Une brebis tondue, ça coûte plus cher, la brebis plus la laine, qu'une brebis chargée de laine qui n'est pas encore tondue, puisqu'il y a la main-d'œuvre. Eh bien, Moray Verabotaï, le voleur, on a dit qu'il touche combien? Mehetza, Shalish, Ravia, par rapport au Sheva, selon Rabbi Shimon. Est-ce que nous sommes obligés de lui donner cela en nature, c'est-à-dire une partie du veau? Il peut dire, moi je veux 3 entrecôtes de ce petit veau-là qui est né, car la plus-value, elle est dans le veau. Je voudrais une épaule du veau, un petit rôti de veau. D'accord? Je veux ce qui correspond à la plus-value. Et l'autre lui dit, non, je veux moi manger la totalité du veau, je te paye ce qui te revient. Eh bien, on s'était posé la question, est-ce qu'il peut s'acquitter en lui donnant de l'argent, ou bien le voleur a un droit d'exiger une partie du veau lui-même en nature, et le volé est obligé de donner au voleur, le volé est obligé de donner au voleur une partie de la plus-value en nature, c'est-à-dire un morceau de viande. Ou bien il peut s'acquitter en lui donnant de l'argent. Bravo! Par Kalvachomer. Si déjà, dans les 3 cas précédents, où il n'y avait pas de fautif, et on n'avait affaire qu'à des gens normaux, on ne parlait pas de voleurs, on parle d'un Bechor et Pachout, on parle d'un Baal Hov et Lokeyar, Baal Hov et Yetomim. Personne n'était en infraction dans l'histoire. Et tout de même, Shmuel nous a dit que le Baal Hov ou le Bechor peut s'acquitter en donnant juste de l'argent. Il n'est pas obligé de concéder une partie de ce qui lui revient. Eh bien, pareil, et à plus forte raison, a fortiori un voleur n'est pas en droit d'exiger une part en nature du shevach. Le propriétaire peut lui donner juste de l'argent pour le dédommager par rapport à son droit de Hatsi, Shalish, Oravia. La Gemara maintenant pose une question. Entre parenthèses, la Gemara s'interroge, elle dit, je ne comprends pas comment Shmuel ait pu dire une chose pareille, mais il se contredit, car Shmuel lui-même a dit le contraire. Amar le Ravina le Ravashi, mi amar Shmuel Baal Hov la loker yahiv le shevach, ve amar Shmuel Baal Hov govet ha shevach. J'avais compris. Tu es en train de me dire que, selon Shmuel, le créancier peut aller voir l'acheteur et lui dire « Rends-moi le terrain avec la plus-value et je vais te dédommager en te donnant de l'argent qui correspond à la plus-value. » N'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit. Pour reprendre le cas de figure, 3 personnes. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven créancier, Shimon emprunteur, mais Shimon a vendu son terrain à Lévi. Lorsque
Shimon n'a pas remboursé la dette, Réhouven va voir Lévi, il va saisir le bien immobilier qu'il avait acheté. Et là, Lévi va lui dire, mais il y a une plus-value. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il dit à Lévi, tiens l'argent de la plus-value. Et c'est comme ça qu'il s'en sort. Sous-entendu que la plus-value revient à qui? Ça revient au Lokeach. C'est quoi Lokeach? Acheteur. Vous êtes ici en Israël, les amis. Comment on appelle un client? La cour. Bravo! La cour, vous avez fait l'Ulpan? Non, ça dans le supermarché. Razak. Alors, très très bien. Un lakouah, c'est un client. Ou bien les kouhot. Les kouhot, ce sont des clients. Très très bien. Alors, le lakouah, le lokeach dans le langage de la Gemara, le lokeach, l'acheteur, il a un droit. Et toute la question était de savoir, est-ce qu'il a un droit en nature ou de l'argent liquide? Et on a dit que le créancier peut s'acquitter en lui donnant de l'argent. Il n'est pas obligé de renoncer à une parcelle du terrain. D'accord. Mais sous-entendu qu'il doit lui donner de l'argent. Pourtant, Shmuel a dit, il ne lui donne rien du tout. Lui, le créancier, il prend tout. Il prend tout. Alors, il se contredit, Shmuel. Un jour, il dit que le créancier doit donner au lokeach la plus-value, certes pas en nature, mais en liquide, tout de même. Alors que Shmuel, de par ailleurs, il a dit qu'il lui donne rien du tout. Le créancier, il prend tout, même le shevach. Alors, la Gemara répond, Amarle lakashia, ce n'est pas contradictoire. Kan beshevach hamagia la ktefaim, kan beshevach she'en magia la ktefaim. Je vais d'abord traduire littéralement pour vous choquer et ensuite donner l'explication. Là, on parle d'une bonification, shevach, l'amélioration du terrain qui atteint les épaules, et là, on parle d'une bonification qui n'atteint pas les épaules, ketefaim, ktafaim, katef, l'épaule. Rabotai, c'est quoi cette histoire-là? Alors, en fait, je vais vous donner directement l'explication de Tosfot. Tosfot disent que lorsque nous avons un terrain de céréales, après la moisson, on fait des bottes de blé. Et ensuite, on va ramasser ces bottes en les transportant sur notre épaule. On met sur les épaules les bottes de blé. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un produit fini, on l'appelle Sheva Hamagia Laktefaim. La bonification qui arrive aux épaules, c'est-à-dire le produit agricole fini qui est déjà transportable sur les épaules. Lorsqu'il s'agit, en effet, par exemple, d'un lokeach, un homme qui a acheté ce terrain chez l'emprunteur, Lévi, il a acheté ce terrain chez Shimon, et ce Lévi, il a déjà cultivé le terrain, il a déjà moissonné, il a déjà même ramassé les bottes, et c'est déjà prêt à porter sur les épaules. C'est un produit fini. Monsieur créancier ne peut pas venir et saisir tout ce shevach. Il ne peut pas prendre tout ce produit agricole. Quand est-ce que Shmuel a dit que oui, le créancier est en droit de saisir même la bonification, c'est tant qu'on n'a pas encore moissonné, qu'on n'a pas encore fait des bottes pour pouvoir les porter sur les épaules. Et comme dit même Rashi, de par ailleurs, Rashi dit dans Kegon Tvoa Shegadla Kol Tzorka et She'en Magia la Katafim Shetzricha le Karka, c'est-à-dire une tevoa qui a encore besoin du sol. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore poussé complètement. Il faut encore du temps jusqu'à ce que ça pousse complètement. Dans ce cas-là, cette tevoa, ce produit agricole, fait partie intégrante du sol.
Si le créancier a le droit de prendre le terrain, il a le droit de prendre même la plus-value qui est annexée au terrain. Mais si c'est déjà détaché du terrain, déjà prêt à transporter sur l'épaule, ou bien, comme dit Rashi, Kegon Tevoa chez Gadla Kol Tzorka, même si elle est encore attachée au terrain, mais elle est déjà prête à être moissonnée, alors ça s'appelle produit fini. Produit fini, ça appartient à l'acheteur du terrain. Produit non fini, ça appartient au créancier. Comme il a le droit de prendre le terrain, il a le droit de prendre ce qui est la plus-value du terrain. C'est le contraire, non? Il n'y a plus rien maintenant. Donc ça a été la réponse. Amar les Ve'amarasim bechol yom ve'kamagbe Shmuel afilu shevach amagiar laktafaim. C'est-à-dire, comment tu peux dire une chose pareille? Que si le produit agricole est fini, dans ce cas-là, on le laisse à qui? Au lokeach, à l'acheteur, celui qui a acheté le terrain, qui a bonifié le terrain. Il garde ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce que va prendre le créancier? Que le terrain lui-même, ultra sec. Tandis que si le produit agricole a encore besoin du terrain ou n'est pas encore prêt à être transporté sur les épaules, alors il est annexé au terrain. Dans ce cas-là, le créancier, de même qu'il a le droit de prendre le terrain, il a également le droit de prendre le produit du terrain, c'est-à-dire la bonification. C'est pas ribit, ça. Après, comment? C'est pas ribit, ça. Ribit, vous voulez dire? Quel rapport ribit? Oui, bah ça, il prend quelque chose qui lui appartient pas. Alors, vous vous posez une bonne question. Gardez ça au chaud. Regardez. Il lui a dit, mais pourtant, Shmuel, tous les jours, quand il était au Beddin, c'est une expression quand on dit tous les jours, ça veut dire fréquemment, il a donné au créancier le droit de prélever, pas seulement le terrain qu'il a saisi, mais même saisir le produit agricole de ce terrain. D'accord? Alors, ne me dis pas que si le produit est fini, on le laisse au lokéach. C'est pas vrai. À Marley, il lui a répondu, la kashia. Ta question n'en est pas une. Pourquoi? Hademasikbe keshiur ara ushvaha hadelo masikbe ela keshiur ara. Il lui dit, tu veux savoir quelle est la réponse à ta question? Très simple. Shmuel ne se contredit pas. Shmuel, parfois, il donne le produit agricole au créancier, et parfois il le donne à qui? Au lokéach. Et on parle d'un produit fini. Dans quel cas il le donne au créancier, et dans quel cas il le laisse au lokéach? Ça dépend. Quel était le montant du prêt? Si le montant du prêt englobait les deux éléments, c'est-à-dire le terrain et son produit, alors dans ce cas-là, il est en droit de tout prendre. De tout prendre. Il peut tout saisir. Mais dans la mesure où il... comment on appelle ça? Dans la mesure où le montant ne correspond pas à la plus-value, c'est-à-dire, par exemple, on va donner des chiffres. Il lui a prêté 1 million de shekels. Le terrain coûtait 1 million de shekels. Mais le produit agricole, c'est encore 100 000 shekels. Les 100 000 shekels, il n'a aucun droit de les prendre, car il lui doit que 1 million, il ne doit pas 1 million 100 000. Donc les 100 000 à qui reviennent? Au lokéach. Tandis que si il avait droit, s'il lui a prêté 1 million 100 000, eh bien maintenant il peut saisir la totalité. Il peut saisir et le terrain et les 100 000 de production.
D'accord? Alors, ça c'est, jusqu'ici c'est logique. Mais, Rabotaï, dans ce cas-là, je vous pose la question. Écoutez bien. Dans quel cas il remet au lokéach les 100 000 shekels, c'est-à-dire le produit revient au lokéach, et dans quel cas ça revient au créancier? On vient de dire que ça dépend du montant du prêt. S'il lui a prêté 1 100 000, ou il lui a prêté que 1 million. S'il lui a prêté que 1 million, alors il prend le terrain, mais il ne peut pas prendre le produit. Sinon, si le montant englobait la totalité, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il lui prend tout. D'accord? On va rajouter un petit élément supplémentaire. C'est qu'il y a deux sortes de sheva. Jusqu'à présent, j'ai parlé d'agriculture. Le sheva, la bonification, l'amélioration de l'état du terrain, c'est sa production agricole. C'est une façon de faire en sorte que le champ fructifié coûte plus cher maintenant, car il y a un produit agricole, il y a toute la récolte. Mais il y a une autre façon de bonifier le terrain. C'est-à-dire qu'il peut obtenir une plus-value par une amélioration qui n'est pas séparable. C'est pas comme la moisson, c'est pas comme la récolte qu'on peut moissonner, qu'on peut séparer. Imaginons par exemple qu'il a fait des travaux d'aménagement au niveau du terrain qui font que maintenant, voilà, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, dans ce cas-là, imaginons que comment il s'appelle, le lokéach, l'acheteur, lui dit, monsieur, combien il vous devait, Shimon? Moi, Lévi, j'ai acheté chez Shimon ce terrain. Combien il vous devait, Shimon? 1 million? Pas 1 100 000. Moi, maintenant, j'ai travaillé pour améliorer, bonifier ce terrain. Maintenant, il coûte 1 100 000. Ces 100 000 là, qu'est-ce que ça me revient? Et toi, donc maintenant, je te demande, quand tu vas saisir une partie du terrain, si tu vas saisir le terrain, ne prends pas tout. Laisse-moi une petite parcelle qui correspond à 100 000. Laisse-moi 100 000. L'autre dit non, je veux te donner de l'argent, 100 000 shekels, et je veux prendre tout le terrain. Qui a raison? Lui, c'est le créancier. Lui, il a le droit. Le créancier, exactement. C'est de cela qu'on a dit que Baal Hov la lokeach. Shmuel a dit que Baal Hov, le créancier, Réhouven, dit à Lévi qui achetait le champ chez Shimon, l'emprunteur, eh bien lui dit, c'est vrai que les 100 000, je te les dois, parce que je ne lui ai pas prêté 1 100 000, je lui ai prêté que 1 million. Alors j'ai un droit que de 1 million. Voilà. Mais je ne veux pas te céder une partie du terrain. Je veux prendre tout le terrain. Car c'est ce terrain qui était chez lui qui valait 1 million au moment où je lui ai prêté de l'argent. Tout ce terrain de 1 million était gagé par rapport à mon prêt. Alors c'est vrai que toi tu as fait évoluer la valeur de ce même terrain. Et aujourd'hui, il coûte 1 100 000. Eh bien, je te paye 100 000 en espèces. Mais l'autre lui dit, moi, je ne veux pas 100 000 en espèces. Je veux une parcelle de terrain. De ce terrain, je veux 100 000 en terrain, en nature. Qui a raison? Le créancier. Il peut se débarrasser de lui en lui donnant de l'argent et il prend tout le terrain. Alors maintenant, la Gemara s'étonne et elle dit, cette halakha, elle marche bien d'après un mandé amar, mais pas par rapport à l'autre opinion. Regardez. Amar le, haniha le mandé amar, iitle zouze la lokeach, lo matsim et salekle le baal hov, shapir, et là le mandé amar, iitle zouze la lokeach, matsim et salekle le baal hov, limale, ihavuli zouze, Ava mesalkin alach
mikule ara, hashta, havli griva de ara, shi'ur shevahai. C'est-à-dire, nous avons une halakha qui est très simple. Quel est le din si le créancier vient voir le Baal Hov, l'emprunteur? L'emprunteur a de l'argent et il a un terrain. Est-ce que le créancier peut dire « je ne veux pas de l'argent comme remboursement, je veux te prendre ce terrain comme remboursement, je veux te le saisir ». Est-ce que c'est possible? Pas du tout. Il lui a emprunté de l'argent, il lui doit de l'argent, pas un terrain. Très très bien. Maintenant, cas numéro 2. L'emprunteur, Shimon, l'emprunteur, a vendu à Lévi le terrain. Réhouven vient voir Lévi, l'acheteur, et maintenant il lui dit, écoute, ce terrain m'appartient, me revient, je te le saisis. Maintenant Lévi dit à Réhouven, écoute, c'est vrai, tu as un droit de saisie, mais moi j'ai de l'argent, je suis riche. Qu'est-ce que tu avais prêté à Shimon? De l'argent. Qu'est-ce que Shimon te devait? De l'argent. Eh bien, moi, je te paye de l'argent, laisse-moi le terrain. Voilà. Ah, ouais. C'est bon, papa. Oui. Qui a raison dans ce cas? Est-ce que c'est Réhouven ou Lévi? Lévi. Alors, on a dit mahloket. Mahloket. Il y a ceux qui disent que Lévi ne peut pas s'en sortir avec de l'argent. Il est obligé de restituer le terrain. Mais il y en a d'autres qui disent il peut restituer le terrain. Alors, mahloket. Il y en a un qui dit l'acheteur ne peut pas s'acquitter, ne peut pas s'en sortir et se débarrasser du créancier avec de l'argent. Il ne peut pas lui dire tiens, l'argent, laisse-moi le terrain. Moi, j'ai acheté ce terrain, c'est pas grave, je vais le payer 2 fois. Je l'ai payé à Shimon pour l'acheter, et je te paye à toi, le créancier qui a un droit de saisie, je te le repaye une 2e fois. Il ne peut pas, parce que l'autre lui dit, moi je veux le terrain, je ne veux pas de l'argent. Donc une fois qu'il achète, on ne le dit pas. Ça c'est... Alors en effet, là on peut comprendre le débat, et qu'en effet, le créancier peut dire, je veux le terrain entièrement, je ne te laisserai pas la plus-value. Je prends tout, je te paye en espèces la plus-value. Mais d'après celui qui dit que le, comment il s'appelle, le Lokéach, Lévi, qui a acheté le terrain de Shimon, peut dire à Réhouven, toi tu as prêté de l'argent à Shimon, donc tu ne peux réclamer que de l'argent. Moi j'ai acheté le terrain, je suis prêt à repayer de l'argent. Tiens de l'argent et laisse-moi tranquille. Il paye une 2e fois le prix du terrain. D'après le Man de Hamar, d'après l'opinion qui dit, il peut, il est en droit de le faire. Alors en l'occurrence, c'est ce qui se passe. La plus-value, on a dit 1 million, c'était le prix du terrain. 100 000, c'est la plus-value. Lui, Lévi, il a bonifié le terrain, il lui a apporté une augmentation de valeur. Il lui dit maintenant, cette augmentation de valeur, qu'est-ce que tu es en train de me proposer? De me donner 100 000 shekels pour la bonification, et toi, tu prends tout le terrain entièrement. Non, moi, je ne veux pas d'argent. Garde l'argent, laisse-moi une parcelle de terrain. Puisque même pour tout le terrain, il peut lui faire ça. À plus forte raison qu'il peut lui faire ça au moins pour la plus-value. Alors la question revient, pourquoi Shmuel a dit qu'il peut tout prendre et il donne que de l'argent? Eh bien la Gemara nous dit que Shmuel a parlé d'un cas spécifique. Lequel? Apothéqué. Regardez ça. Kegon, Amarle Achabema Yaskinan, ici de quoi on parle? Kegon des Chavier Nihale apothéqué. De Amarle Loye les Chapiraon et la misée. On parle d'un emprunteur, un Shimon qui avait emprunté de l'argent et qui avait dit à Réhouven, si jamais je ne te rembourse pas, voilà, ce champ, c'est lui ton remboursement. Comment ça s'appelle? Hypothèque. D'où ça vient le mot hypothèque? Apothekae. C'est d'ici que tu vas prendre. C'est-à-dire que, étant donné qu'il en a fait une hypothèque, alors là, il ne peut pas s'en sortir en lui disant « Tiens de l'argent et laisse-moi une parcelle de terrain. » Car il lui a dit « Ça, c'est l'objet du remboursement et donc tu ne peux pas te débarrasser de moi. » Et maintenant, Rava revient au sujet du voleur. On a terminé avec l'emprunteur, parlons du voleur. Amarava, Gazal veishbiach ou machar.
lorsque le voleur a bonifié l'objet volé et ensuite il a vendu à quelqu'un d'autre. Alors on va dire comme ça, Réhouven, Shimon, Lévi. Shimon a volé l'objet de Réhouven, il a bonifié, il a vendu à Lévi. Ou bien, Shimon a volé de Réhouven, Shimon le voleur est mort après avoir bonifié l'objet, et maintenant qu'il est mort, ses héritiers l'ont hérité. Alors, quel est le din? Mashi ishbiach machav, mashi ishbiach orish. C'est-à-dire, la plus-value, elle revient à l'acheteur du voleur, et elle revient aux héritiers du voleur. Maintenant qu'on a dit cette halakha au nom de Rava, mais de manière évidente, comme quoi il n'y a pas d'équivoque là-dessus. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il a, de quoi il s'agit? Rashi explique qu'il s'agit de Mechetza, Shalish, Oravia. D'accord? Ou bien, d'après celui qui dit, qui prend la totalité. Ifnet Takanat Hashavim. C'est-à-dire que quand il y a eu cette takana de Hachamim, qui consiste à dire que la bonification revient au voleur, c'est pour que ce ne soit pas difficile pour lui de faire teshuva. Alors maintenant, on dit que non seulement qu'il est acquéreur de la plus-value, mais même s'il a revendu cette plus-value, la vente est valide. Ou bien s'il a laissé comme héritage, les héritiers sont héritiers de la plus-value. Ba'e Rava. Ishbiach lokeach mahu. Rava se demande quel est le din si ce n'est pas le voleur qui lui a donné une plus-value, qu'il avait bonifié, amélioré. C'est l'acheteur du voleur. Ça veut dire que chez le voleur, il n'y a pas eu de changement. L'objet est resté tel quel. Mais c'est chez l'acheteur qu'il y a eu bonification. Est-ce que dans ce cas-là, l'acheteur est en droit de garder la plus-value? Quand viendra le propriétaire lui dire, écoute, tu as acheté un objet volé, tu l'as bonifié, mais c'est à moi, tout ça c'est à moi, je te prends tout. Ou bien on va dire non. De la même façon que Hachamim ont fait une takana pour le voleur lui-même, et ils ont dit pour le stimuler à faire teshuva, on lui dit n'aie pas peur, même si tu fais teshuva, tu vas restituer que ce que tu as volé, mais pas l'augmentation de valeur qui a eu lieu chez toi. Ce que tu as bonifié, ce que tu as amélioré au niveau de l'objet volé, eh bien ça va rester pour toi, n'est-ce pas? Mais c'est uniquement par rapport au voleur. Mais si celui qui a bonifié, c'est pas le voleur, c'est l'acheteur du voleur, est-ce que l'acheteur du voleur peut garder ça pour lui, la plus-value, ou bien il doit tout restituer? Quand le propriétaire arrive, il doit tout lui rendre. Il restitue tout. Il garde rien pour lui. Si c'était le voleur lui-même qui avait bonifié et il a vendu, alors l'acheteur est acheteur il est acheteur de la bonification. Et s'il est héritier de la bonification. Il doit restituer que le capital, mais pas l'augmentation. Ça c'est pour les héritiers, ça c'est pour l'acheteur. Mais maintenant on pose la question, est-ce que cette takana de Hachamim vis-à-vis du voleur, et même l'acheteur du voleur qui a acheté la bonification qui a eu lieu chez le voleur, quel est le din s'il a acheté sans augmentation de valeur? Il n'y avait pas eu encore d'amélioration. C'est lui l'acheteur qui l'a amélioré. Est-ce que maintenant que le propriétaire va venir voir l'acheteur, il va lui dire « Rends-moi ce que l'autre m'a volé qui te l'a vendu ». Est-ce qu'à ce moment-là, il peut lui dire « Rends-moi tout ». Même l'amélioration, même la plus-value? Oui, il lui rend tout. Pourquoi? On l'avait dit hier. Pour ne pas l'inciter à recommencer à racheter chez le receleur. Eh bien, étonnez-vous, Rabbi Richard, Rava n'est pas d'accord avec vous. Rava dit, Batar de Baria, Hadar Pashta. Au début, il s'était posé la question, mais ensuite, il s'est auto-répondu, Rava, en disant, Mamacha Rishon Lacheni, Kol Zechut, Shetavoliado. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a vendu Shimon à Lévi? Il lui a vendu
un terrain Oui. qui était volé. Mais il lui a vendu avec ce terrain tous les droits. Et c'est quoi ces droits? C'est la plus-value. Parce que Hachamim ont dit que le voleur, il n'a que la plus-value. Mais il n'a pas le terrain lui-même, il n'a pas le capital. Le capital revient à qui? Évidemment, au propriétaire. Alors qu'est-ce qu'il gagne lui? La plus-value. Ça veut dire que le propriétaire va donner de l'argent qui correspond à la plus-value au voleur. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'acheteur. Le receleur, celui qui a acheté du voleur, eh bien, figurez-vous, même avec lui, ça va être pareil. Le propriétaire va lui dire, rends-moi le capital, la plus-value que toi tu as réalisée, que toi tu as effectuée, je te la paye. Comment ça se fait? Parce que, qu'est-ce qu'un acheteur? C'est acheteur de tous les droits qu'il y a dans l'objet. Étant donné que le voleur avait un droit que Hachamim lui ont accordé pour stimuler la Teshuvah, alors ce droit c'est un droit acquis. Maintenant que l'autre a acheté du voleur, eh bien, il a acheté un objet avec tous les droits qu'il y a dans l'objet. Ça incite le receleur encore à voler, à racheter. Non, mais que le voleur, qu'on lui donne droit pour qu'il fasse ses chouvas, je suis d'accord. Mais le receleur... Maintenant, le receleur, peut-être qu'il ne savait pas. Moi, c'est l'inverse que je te dis. Peut-être qu'il ne savait pas. C'est pas un receleur professionnel. Non, c'était pas quelqu'un qui l'a fait de Kavana. Ah, d'accord. Donc, en tout cas, on dit qu'il n'est pas perdant. Celui qui a acheté du voleur n'est pas perdant et il va toucher de la part du propriétaire un dédommagement par rapport à la bonification. La Gemara maintenant rajoute encore une autre baya de Rava. Baya Rava, Hishbiah Oved Kochavim Mahu. Imaginons que le voleur c'était un goy et maintenant il a bonifié, il a apporté une plus-value. Est-ce que la plus-value reste chez le goy? Amar le Rava Hamidifti le Ravina. Ah bon? C'est quoi cette question-là? Nous, on a fait une takana de laisser la plus-value au voleur pour l'inciter à faire teshuva. C'est par rapport à un juif pour l'inciter à faire teshuva. Mais maintenant, tu veux aussi inciter les goyim à faire teshuva. À Marley, la tsericha kegon des abnei l'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a revendu, le voleur goy l'a revendu à un juif. Alors la question est de savoir, est-ce que l'acheteur juif, lui maintenant, qui a donné une plus-value à cette... comment on appelle ça? Excusez-moi. Le goy a apporté une plus-value, il a revendu au juif. Est-ce qu'on va laisser au juif la plus-value, oui ou non? La Gemara dit, sauf, je ne comprends pas ta question. C'est évident que non. Pourquoi évident que non? On ne lui laissera pas la plus-value, pourquoi pas Rabotaï? Car qu'est-ce qu'il achète l'acheteur? Il n'achète que ce qu'on lui a vendu. On a expliqué tout à l'heure que quand on achète un objet, il y a dedans des droits. Les droits qu'on a sur l'objet, c'est ce qu'on vend. Si le vendeur n'a pas de droit, donc l'acheteur n'a pas acheté ce droit. Par exemple, on a dit que quand le voleur est juif, il a un droit. Lequel? La plus-value. C'est une takana de Chachamim. Cette takana de Chachamim qui lui accorde la plus-value, s'il la revend, est-ce que c'est vendable? Oui, on avait dit que oui. Comme il a vendu, comme Chachamim lui ont donné ce droit, il a vendu maintenant le terrain, il a vendu ce terrain avec ce droit. Mais maintenant, si c'est un goy, Chachamim n'ont pas fait de takana pour un goy. Donc si le goy a vendu à un juif, donc le juif qui a acheté du goy, il n'a pas acheté ce droit puisque le goy lui-même n'avait pas ce droit. Très bien, donc là c'est clair. Alors, quelle est ta question? Il lui a dit, voilà ma question. La tzricha kigon de gaza d'Israël, vezabna niale, et shviha obet kochavim. Il lui a dit, on part du cas où celui qui a volé, c'est un juif. Et il a vendu à qui? Un goy. Et c'est qui l'a amélioré, bonifié? Le goy. Ensuite, le goy l'a vendu à un juif. Alors, juif, voleur, vendu au goy.
Goy, bonificateur du terrain. Goy, revendeur du terrain. D'accord? Il vend à qui? À un juif. Alors maintenant on pose la question. Mi amrinan, est-ce qu'on va se dire quoi? Kevan de Merikara Israël, Vehadar Israël, Avde Rabanan Takanta. Puisque au début, le voleur c'était un juif. Et à la fin, celui qui a reçu ce terrain, celui qui l'a acheté, c'est un juif. Alors Hachamim peut-être qu'ils ont établi la fameuse Takana qui donne droit au voleur de la plus-value. D'accord? Alors, dans ce cas-là, le deuxième Israël, qui est l'acheteur du Goy, eh bien, il a reçu ce droit. Donc, la plus-value lui appartient. Odil makevandi karovet kochavim baemtsa lo avdule rabanan takanta. Ou bien, on va dire que puisqu'il y a un Goy au milieu de l'affaire, Hachamim n'ont pas fait de takana au profit du Goy. C'est-à-dire, c'est qui l'a augmenté, c'est qui lui a apporté cette plus-value? C'est le Goy. Cette plus-value réalisée par le Goy et qui a été ensuite revendue au Israël n'est pas un droit pour le deuxième Israël. Car le Israël, il a reçu du Goy qui n'a pas ce droit. Alors pourquoi on se pose la question? C'est parce que le Goy, il a reçu d'un juif qui avait ce droit. Alors est-ce qu'on va faire abstraction du Goy qui est au milieu? C'est comme le digne de Israël, un voleur Israël, qui a vendu à Israël classique, qui l'a bonifié. On a dit que la bonification appartient à l'acheteur. On avait dit Mamacha Rishon Lacheni Kol Srut Shetabol Yado. Qu'est-ce que vend le vendeur à l'acheteur? Tous les droits du vendeur arrivent chez l'acheteur. Mais ça, c'est seulement si on a Israël en direct. Mais si on a un Goy entre les deux, peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que le Goy a créé le court-circuit. Ou bien on va dire que non. Il faut se focaliser sur le début et la fin. Même s'il y a un Goy au milieu, la halakha, elle reste en vigueur comme si c'était un juif qui avait vendu directement au juif. Donc la Gemara dit Teko. On n'a pas de réponse à cette question.